Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous avec l'actualité. Nous sommes mercredi 12 août 2026. En Haïti, plusieurs décisions et événements retiennent aujourd'hui l'attention, notamment au sein de la police nationale, de l'administration publique, mais aussi dans le domaine sécuritaire et judiciaire. La journée est également marquée par de nouvelles mesures municipales, des changements à la tête de certaines institutions et des dossiers qui continuent de susciter des interrogations dans l'opinion. À l'international, les tensions géopolitiques restent fortes, avec notamment le bras de fer entre Washington et Téhéran autour du détroit d'Ormuz, tandis que la guerre en Ukraine se poursuit. Un puissant séisme en Colombie continue également de mobiliser les secours en Afrique, en Europe et dans la Caraïbe. Plusieurs autres dossiers politiques, économiques, sanitaires et sociaux sont à suivre. Nous commençons avec l'actualité nationale où la police nationale d'Haïti poursuit sa réorganisation à plusieurs niveaux. Sur instruction du directeur général AI de la PNH, André Jonas Vladimir Parizan, l'inspecteur général Jacques-Joël Aurival a été officiellement installé mardi 11 août comme nouveau coordonnateur de la sécurité présidentielle. Il remplace le commissaire divisionnaire Jean-Robert Brutus qui dirigeait cette structure depuis environ 7 mois. Selon la police nationale, ce changement s'inscrit dans le cadre des mesures prises pour renforcer l'efficacité, la discipline et le bon fonctionnement de ces services de sécurité. Toujours au sein de la PNH, une autre nomination a été annoncée mardi. La direction de la communication de l'institution, l'ADICOP, a indiqué que le commissaire divisionnaire Luckner Dumont a été installé comme responsable de la logistique de la police nationale sur instruction du DG-PNH Vladimir Parizan. Luckner Dumont avait notamment occupé le poste de directeur départemental de l'Ouest 1 sous l'ancien directeur général Normil Rameau. Sur le plan institutionnel, le Conseil des ministres a également procédé à une nouvelle nomination. La professeure Jeffny Toussaint a été désignée comme nouvelle directrice générale du Fonds national de l'éducation, le FNE. Comptable spécialisée en finance et en économie du développement, Madame Toussaint est également enseignante à l'Université Notre-Dame d'Haïti, au UDR des Gonaïves. Elle y dispense notamment des cours de budget, de finances d'entreprise, de gestion et d'élaboration de projets. Elle prend ainsi la direction d'une institution qui joue un rôle important dans le financement du système éducatif haïtien. Et pendant que de nouvelles responsabilités sont confiées à certains cadres, d'autres dossiers institutionnels continuent de suivre leur cours devant la justice. La secrétaire générale du Palais national, Marie-Élisabeth Régine Joseph Haddad, a été auditionnée par le juge d'instruction Denis Cyprien. Cette audition intervient dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, tué en juillet 2021. Dans le même dossier, l'attention reste également portée sur les différentes personnes appelées à s'expliquer devant la justice. Le prophète Mark Nsondorila s'est présenté pour la première fois au cabinet d'instruction. Il avait été arrêté le 8 juillet dernier et est poursuivi selon les informations communiquées pour des accusations de fraude et de blanchiment d'argent. Il s'est présenté devant le carré du juge Paul-Hérence Villard dans le cadre de cette procédure. Autre dossier judiciaire, Moustapha Jérôme, connu sous le surnom de Mouskem Prop, personnalité devenue populaire sur TikTok, a été arrêtée mardi 11 août à Font-Prince dans le département du Sud-Est. Les autorités l'accusent notamment de viol et de menaces. Une plainte avait été déposée par une présumée victime auprès du barreau de lutte contre les violences basées sur le genre, ce qui aurait conduit à l'ouverture d'une enquête puis à son arrestation. Il convient toutefois de rappeler que Moustapha Jérôme bénéficie de la présomption d'innocence et demeure présumé innocent tant qu'une décision judiciaire définitive n'a pas établi sa culpabilité. Du côté des collectivités territoriales, la mairie de
Pétionville poursuit également ses opérations pour faire respecter les nouvelles règles de circulation. La mairesse Marie-Giralda Nelson a mené mardi une opération sur le terrain afin de faire appliquer l'interdiction de circulation des motos à 3 roues dans certaines zones du centre-ville. Plusieurs engins qui ne respectaient pas la mesure ont été interceptés en présence de la presse et d'agents de sécurité. Cette opération intervient alors que la mairie avait annoncé une amende de 100 000 gourdes pour les conducteurs de motos à 3 roues circulant dans certaines zones interdites, notamment à la place Boyer, à Delma 105 et à Juvena. La PNH doit participer aux interpellations, tandis que les contrevenants doivent recevoir une contravention municipale avant de s'acquitter de l'amende auprès de la Direction générale des impôts. La mairie justifie cette mesure par des impératifs de sécurité, de fluidité de la circulation et de réduction des embouteillages. La question sécuritaire dépasse toutefois les limites de la capitale et concerne également le renforcement des capacités des forces nationales. Les forces armées d'Haïti poursuivent leur coopération militaire avec la France dans le cadre du programme Sabre. Environ 200 militaires haïtiens auraient déjà reçu une formation en Martinique. Le dernier groupe, composé de 25 soldats, s'est rendu sur l'île le 3 août pour une formation intensive au 33e régiment d'infanterie de marine. Parallèlement, les forces armées poursuivent leur recrutement. Après l'entrée en formation de 665 nouvelles recrues en juillet, l'institution recherche encore 2000 candidats déjà inscrits dans les centres de recrutement de plusieurs grandes villes du pays afin qu'ils prennent part aux examens d'admission. Sur le front diplomatique, Haïti se prépare également à recevoir une importante délégation régionale. La ministre des Affaires étrangères, Reina Forbin, a reçu lundi 10 août les lettres de créance de Catherine Pognat, nouvelle représentante résidente de l'Organisation des États américains en Haïti. Les échanges ont notamment porté sur la prochaine visite en Haïti du secrétaire général de l'OEA, Albert Ramdin, prévue du 16 au 19 août 2026. La mission devrait notamment s'intéresser à la sécurité, aux élections, au développement et au renforcement institutionnel. Des stages au sein de la mission de l'OEA en Haïti pour des jeunes universitaires haïtiens sont également envisagés. Albert Ramdin dirigera par ailleurs une délégation accompagnée de partenaires internationaux afin de renforcer la coopération avec Haïti et de soutenir les priorités nationales. Sur le terrain politique, Yuri Latortue et Neil Latortue se sont officiellement inscrits comme électeurs mardi 11 août au lycée Jean-Robert Sius au Gonaïve en vue des prochaines élections annoncées pour le mois de décembre. Yuri Latortue a également indiqué que son parti, l'AAA, entend participer aux élections à tous les niveaux. Et alors que le pays se prépare progressivement à la rentrée scolaire, une autre question préoccupe directement les ménages, celle du prix des carburants. Selon le bureau du secrétaire d'État à la communication Lucien Jura, la hausse internationale du prix de pétrole dans un contexte marqué par la reprise des hostilités au Moyen-Orient a contraint Haïti à revoir ses prix à la hausse. Après 3 baisses successives, le gouvernement a décidé d'ajuster les prix afin notamment d'éviter les pénuries, de limiter le marché noir et de prévenir certains incidents. Les nouveaux prix des produits pétroliers sont entrés en vigueur lundi 10 août à environ un mois de la rentrée scolaire. Et justement, cette question énergétique nous conduit directement vers l'un des principaux foyers de tension sur la scène internationale, le bras de fer entre les États-Unis et l'Iran autour du détroit d'Ormuz. Téhéran affirme ne pas vouloir ouvrir complètement ce passage stratégique tant que Washington ne répondra pas à certaines de ses demandes. Selon les informations communiquées, l'Iran évoquerait même l'horizon 2029 correspondant à la fin prévue du mandat de Donald Trump. Une telle situation pourrait continuer à perturber le transport mondial du pétrole et maintenir une pression importante sur les prix de l'énergie. Dans le même temps, les tensions se poursuivent dans plusieurs autres régions du monde. En mer Rouge, les rebelles Houthis ont mené une attaque de missiles balistiques contre un navire commercial dans le détroit de Bab el-Mandeb. Au moins 6 personnes auraient été tuées, dont 3 ressortissants
pakistanais. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir utilisé des missiles balistiques nord-coréens lors de frappes meurtrières contre Zaporizhzhia. Le président ukrainien alerte également sur une possible mobilisation russe de grande ampleur pour l'automne. En Syrie, un tribunal a condamné par contumace l'ancien président Bachar al-Assad à la peine de mort pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et au Liban, le Parlement a voté l'abolition de la peine de mort, une décision présentée comme historique. Nous restons dans l'actualité internationale avec les catastrophes naturelles. En Colombie, le bilan du puissant séisme de magnitude 7,4 continue de s'alourdir. Les informations disponibles font état de plus de 216 morts, certains bilans régionaux évoquant jusqu'à 241 victimes. Les équipes de secours poursuivent leurs recherches alors que la course contre la montre se poursuit pour retrouver d'éventuels survivants. En Europe, une importante vague de chaleur frappe notamment la France, où 78 départements sont placés en vigilance orange canicule. En Italie, la sécheresse touche également le fleuve Po, confronté à une situation particulièrement préoccupante. En Indonésie, l'incendie d'un ferry au large de Bali a fait au moins un mort et nécessite le sauvetage d'une centaine de passagers. Sur le front économique, les cours du pétrole poursuivent leur progression tandis que les marchés financiers restent prudents avant la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Aux États-Unis, justement, l'actualité politique reste marquée par les élections primaires démocrates. Les résultats font apparaître un bilan partagé entre l'aile progressiste et les candidats plus modérés, avec notamment une victoire importante des progressistes devant le Minnesota et un revers dans le Wisconsin. Par ailleurs, le département d'État américain indique que l'administration Trump a révoqué plus de 175 000 visas de ressortissants étrangers accusés d'infractions criminelles. En France, les débats politiques se poursuivent déjà autour de la présidentielle de 2027. François Bayrou, président du MoDem, défend l'idée d'une primaire ouverte permettant de désigner un candidat commun du centre et de la droite modérée. Une proposition qui rencontre toutefois une forte opposition, notamment au sein du Parti socialiste et des Républicains. L'eurodéputé Raphaël Glucksmann a pour sa part déposé plainte à Paris après une opération de déstabilisation dont il affirme avoir été victime. L'affaire implique notamment la diffusion d'une vidéo manipulée par intelligence artificielle, un deepfake mettant en scène sa compagne Léa Salamé. Et puisque nous parlons de technologie, Meta doit également faire face à la justice américaine. Le géant technologique comparaît dans le cadre d'une procédure engagée par une coalition de procureurs généraux américains concernant notamment l'impact de ces algorithmes sur la santé mentale des adolescents. En Afrique, plusieurs dossiers méritent également notre attention. Au Sénégal, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a publié 2 listes consacrées au patrimoine des élus, une initiative présentée comme une avancée en matière de transparence publique. Le pays débat également de l'encadrement des fonds spéciaux et des caisses noires de l'État. Au Rwanda, Kigali confirme mener des discussions préliminaires avec plusieurs États européens concernant l'accueil des migrants après l'échec de l'accord initialement envisagé avec Londres. Sur le plan agricole, le pays a mobilisé 46 millions de dollars auprès de l'Union européenne pour soutenir ce secteur. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires s'inquiètent d'un possible risque de propagation du virus Ebola jusqu'au Kinshasa après une alerte concernant un navire commercial en provenance du nord-ouest du pays. Sur le plan politique, la société civile continue de réclamer la suspension du projet de référendum constitutionnel et appelle à un dialogue national inclusif. Sur le plan économique africain, les milieux d'affaires saluent la prolongation de l'AGOA jusqu'à la fin de 2028. Ce dispositif permet à plusieurs pays africains de bénéficier d'un accès
préférentiel au marché américain. Au Zimbabwe, les exportations mensuelles ont franchi pour la première fois le seuil historique d'1 milliard de dollars. En Zambie, le président Hakainde Hichilema entre dans une phase importante de sa campagne en vue de la prochaine présidentielle. Et dans l'océan Indien, les fluctuations internationales des prix de l'énergie inquiètent également les consommateurs à Maurice, tandis qu'à Madagascar, les autorités poursuivent la réorganisation des circuits d'approvisionnement en hydrocarbures. Dans la région des Caraïbes, plusieurs nouvelles sont également à retenir. En Guadeloupe, les agriculteurs poursuivent leur mobilisation et manifestent devant l'espace régional. Le préfet Thierry Desvimeux intervient parallèlement sur plusieurs dossiers sensibles, notamment la vie chère, les sargasses et la criminalité. En Martinique, l'émotion reste vive après la dégradation d'une stèle commémorative dédiée aux victimes du crash aérien du Venezuela à Saint-Joseph. Sur le plan judiciaire, 6 personnes ont été placées en détention dans le cadre d'une série de vols à main armée à Ducos et à Sainte-Anne. À Antigua et Barbuda, le Premier ministre Gaston Brown s'est montré optimiste concernant les nouvelles restrictions américaines en matière de visa, estimant qu'elles ne devraient pas compromettre les relations économiques régionales. Et avant de refermer ce bulletin, rappelons également que plusieurs autres sujets continuent de faire l'actualité dans le monde. Les tensions géopolitiques, les marchés énergétiques, les catastrophes naturelles, les débats migratoires et les enjeux de sécurité restent au cœur des préoccupations internationales. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 12 août 2026. Merci de nous avoir suivis.